Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Carib. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir. C'est un soir particulier à bien des égards pour nous parce que grâce aux vicissitudes de l'évolution des librairies de l'Est parisien, on a la chance de pouvoir inviter une libraire qu'on admire énormément, qu'on n'aurait pas pu inviter en temps normal, mais qui là, provisoirement, n'étant plus au genre urbain, nous a fait la gentillesse de venir animer cette soirée. Et puis c'est grâce à elle que cette soirée est là, puisque lors d'une soirée d'un éditeur qu'on admire également beaucoup, qui est un culte, il y a eu une rencontre qui s'est faite avec Xavier Boissel. Une rencontre dont on avait quand même des souvenirs, il faut reconnaître, assez diffus le lendemain matin, les uns et les autres. On va dire poudreux. Mais qu'on a réussi à mettre bout à bout pour que cette soirée puisse se produire, et on en est donc vraiment très heureux. Et moi, mon travail s'arrête là, en fait, puisque j'ai la chance donc d'avoir une libraire émérite qui va pouvoir faire le vrai travail, en fait, ce soir. Grosse pression. Bah voilà, la libraire volante, c'est moi. On avait eu la chance de recevoir la bande d'une autre image, je crois que c'était en novembre 2012, donc au genre urbain, avec Camille qui est là, qui animait cette fois-ci. Et pour Debout parmi les ruines, donc qui était une nouvelle de Xavier Boissel, et puis qui était illustrée par Boris, qui est là. Donc dans cette collection qui s'appelle Tirer à part, et puis on leur avait promis qu'à chaque sortie on ferait quelque chose ensemble. Et comme les promesses se tiennent, même si les lieux changent, voilà, c'est fait. Moi, j'aimerais bien peut-être que soit... donc on va quand même présenter, ce soir c'est pour l'après-midi d'une terroriste, donc nouvelle écrite par Bruce Bégou. Donc Bruce Bégou, dernièrement, on en a beaucoup entendu parler pour un livre chez Inculte, toujours, qui s'appelle Suburbia, que moi je suis en train de lire là en ce moment, et qui est absolument extraordinaire, sur les villes en périphérie, etc. C'est très très, je vous le recommande chaudement, mais surtout, Bruce est philosophe, mais il a fait beaucoup d'essais chez Alia, mais il a surtout écrit Le Parc. Et c'est vrai que le parc, on en a parlé ici la semaine dernière avec pas mal de gens que je vois dans le public. Et on l'a tous lu cette semaine et on s'est tous pris une énorme baffe. Donc je vous recommande également Le Parc. Et donc le principe de la collection Tirée à part chez Notre Image, c'est que ce sont des nouvelles illustrées. Et donc les illustrations de celui-ci, c'est Eric qui les a faites. Eric Nozal. Alors Eric, si tout va bien, vous n'entendrez pas beaucoup sa voix, on va essayer, mais c'est pas sûr. Voilà, donc moi j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu d'une autre image pour commencer, que vous nous expliquiez le principe. C'est une association, une autre image, qui a aussi la revue des rives urbaines à côté, en parallèle de la collection Tirée à part. Et donc les deux des protagonistes de l'association sont là, Philippe deux des, hein, c'est bien ça. Le fondateur. Philippe et Boris. Donc j'aimerais bien qu'il vous présente un peu une autre image, et puis après on arrivera dans le vif du sujet avec Bruce. Alors donc l'association elle est née à Toulouse au départ, c'est une association plutôt orientée sur le cinéma expérimental, et au fur et à mesure ça s'est orienté plus dans le graphisme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai rencontré, quand j'ai déménagé, emmenant l'association avec moi, et j'ai rencontré Philippe qui habite Saint-Ouen aussi. Donc là nous avons sympathisé. Comme j'avais commencé à faire la revue des rives urbaines dès 2006, Philippe m'a aidé pour la maquette puisqu'il est maquettiste. Ensuite Philippe m'a fait rencontrer Xavier, et on a fait ensemble le livre Debout parmi les ruines, qui est le démarrage d'une collection. Donc là maintenant l'association elle développe d'une part la revue des rives urbaines en graphisme, fanzine on va dire, mais est orientée quand même sur situationnisme, la psychogéographie, mais sur le mode graphique. En commun de l'exploration suburbaine. Oui, j'aime bien quand tu précises. Mais c'est vrai que Philippe est un peu l'artisan de la rencontre entre Xavier et moi, puisque c'est lui qui a pensé que l'univers de Xavier, qui est donc Paris est un leurre, la référence au situationnisme, le travail sur la ville, la cartographie,
et moi qui développais de mon côté dans le graphisme, en fait, une démarche un peu parallèle. Et c'est Philippe qui a fait la rencontre entre nous deux, quoi. Enfin, donc, l'association a vraiment son rôle d'association, c'est-à-dire c'est un lieu de rencontre entre, on va dire, la tradition héritée du situationnisme dans la littérature, y compris de façon parodique ou décalée, et dans le graphisme avec les graphismes marginaux et tout l'univers du fanzine et de l'édition indépendante, qui est très vivante. Qui est quelque chose qui existait déjà quand même dans les années 70, avec des fanzines déjà qui faisaient cette rencontre-là, ou aussi que ça soit Tardy et Manchette, ou Kiki et Loulou Picasso d'une autre façon. Bon, c'est quelque chose qui existait déjà et qui continue, qu'on essaie de faire continuer. Et le dernier numéro des Rives Urbaines vient de sortir avec une couverture réalisée par Eric Nozal. Ça, c'est dit, j'ai pas oublié, tout va bien. Donc, on va partir sur l'après-midi d'une terroriste. C'est une nouvelle assez courte qui avait déjà été publiée, je crois, dans Sphex à l'Art Vengeur, c'est ça, il y a quelques années, une première version. Elle était cachée sur Internet. Voilà. Elle n'était pas dans le livre. Dans le livre, il y avait une indication pour aller la retrouver sur une page cachée sur Internet. Elle était tellement bien cachée que, à part Xavier, personne ne l'a vu. Xavier, il est fort. Xavier est là aussi parce que je ne l'ai pas dit, mais il a réalisé une postface de la nouvelle de l'après-midi d'une terroriste qui est assez impressionnante. Je pense que la postface est impressionnante parce que la nouvelle elle-même l'est, c'est-à-dire que je pense que c'est assez rare d'avoir autant de choses à dire sur une nouvelle de 35 pages. Et Xavier fait une postface de 20 pages sur une nouvelle de 35 pages et ça tient. Si on veut résumer très vite l'après-midi d'une terroriste, l'histoire d'une femme qui s'appelle Kate Moss. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Qui, outre le fait qu'elle fait les magasins pour se trouver un petit haut pour aller avec sa jupe diesel, fait partie d'une espèce de groupuscule terroriste qui s'appelle la section Kovalev, avec ses compères qui sont Jude Law, Matt Damon, David Beckham, Andy Murray. Voilà. Et on va aller à fond dans le terrorisme, je pense qu'on peut le dire, elle va se faire péter dans le métro parisien, tout va bien, voilà. Donc l'histoire c'est ça. Mais donc, évidemment, bien au-delà de ça, il y a les rapports entre la société consumériste et le terrorisme, et ça, je pense qu'on en parlera plutôt avec Xavier. Vu le taf qu'a fait Xavier pour la postface, c'est lui qui va en parler. Hein. Mais Bruce, vous êtes philosophe, plus à la base philosophe que romancier, devenu romancier. Et le rapport entre la philo, la fiction et la forme brève, comment on arrive à la forme brève, justement? En fait, au départ, je dirais que j'étais plutôt romancier, sauf que les textes que j'écrivais quand j'avais 20 ans, je les ai tous foutus à la poubelle en me disant, bon, laisse ça de côté. Donc le choix de la philosophie n'a pas été un choix par défaut, mais disons que au départ, j'écrivais quand même beaucoup, et il a fallu, disons, après les circonstances un peu factuelles, on fait une thèse, tout ça, ça prend du temps, ensuite, donc je suis pas passé vraiment de la philosophie à la littérature, ça a toujours été les deux étaient liés. Après la nouvelle, bon, disons qu'il y a à la fois des facteurs pratiques et des facteurs artistiques. Les facteurs pratiques, c'est que bon, j'ai beaucoup de travail, je fais beaucoup de choses, et je ne peux pas, du point de vue du temps et de la disponibilité de l'esprit, me consacrer à des romans. Puis bon, il y a d'autres raisons, mais disons que la nouvelle est totalement adaptée à mon mode de vie, disons, enfin, pour l'instant. Et ça me permet de, quand même, en dehors du travail philosophique et bon, des autres obligations, quand même, de pouvoir produire des textes littéraires sur, bon, même si certains sont plus longs que d'autres, mais disons que c'est plus compatible avec ma gestion du temps et de l'espace. Alors ça, c'est vraiment les raisons pratiques, je dirais. Bon,
peu secondaires, mais quand même qui sont importantes, parce que ça conditionne quand même la forme. Après, les raisons esthétiques, bon, c'est que même si je suis un grand lecteur de romans, le roman à écrire m'ennuie profondément. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été nourri par une esthétique de ce que Breton appelait l'illumination, c'est-à-dire des choses brèves, courtes, qui relèvent du choc, comme l'esthétique de Lautréamont. Et le roman, pour moi, un roman ne m'intéresse que par 2-3 morceaux de bravoure. Tout le reste me semble être des transitions longues, inutiles. Et donc, moi, je ne peux pas me lancer dans une écriture au long cours. Parce que quand j'imagine un livre, j'imagine toujours 3-4 situations, 4-5 phrases, disons, oui, peut-être. Après, j'ai l'impression que il faut trouver des transitions, trouver des passages de ces situations. Et même quand on se souvient d'un roman, très souvent, si j'enlève la question du style, quand on se souvient d'un roman, souvent on se souvient de 2-3 scènes. Ça. Moi, je serais partisan de conserver ces 2-3 scènes et le reste comme ça. Donc là, c'est un peu les raisons esthétiques sur, au fond, la forme brève, qui n'est plus vraiment pratiquée en France. Bon, il y a toujours des gens, là, j'ai lu un recueil de nouvelles de Nicolas Bouissy chez POL, qui s'appelle Les Rayons du Soleil. Donc il y a des gens encore qui font de la nouvelle, mais c'est quand même pas une tradition très très forte en France, mais qui me semble intéressante parce que oui, elle a disons la sobriété, la clarté, la puissance, et aussi le caractère énigmatique, quoi. Et surtout, elle déjoue, on peut dire, cet impérialisme psychologisant du roman qui domine l'époque, même par rapport aux années 50-60, où on voit quand même des figures comme Michaud, Char, etc., qui étaient reconnus comme des grands écrivains, qui étaient des poètes. Maintenant, il n'y a que le roman, les romanciers. Donc il y a des raisons un peu esthétiques, et puis même des raisons un peu politiques. Au fond, le roman, pour moi, est une forme tout à fait obsolète, quoi, de l'interprétation du monde. Le roman est lié à la bourgeoisie, c'est une interprétation bourgeoise du monde. On veut une unité narrative. Et donc, pour moi, le monde est un monde éclaté, un monde en fusion, un monde. Et donc, je ne vois pas comment on peut vouloir restituer, à moins, les grands y arrivent, que ce soit Joyce, etc. D'accord. Mais sinon, ça me semble même tout à fait, je sais pas, anachronique, quoi, le roman. Donc, mais bon, tout à fait, on est encore loin de son stade moribond, mais bon, ça. Donc voilà, la nouvelle me semble... Pour les fans du parc, il n'y aura pas d'autre roman. Hein, mais c'est pas vraiment un roman, hein. C'est une fiction assez courte. Un apologue. Mais c'est pas vraiment un roman tel qu'on pourrait l'imaginer. Bon, et même ça pourrait... C'est pas tellement la grandeur, etc. On pourrait très bien imaginer des choses beaucoup plus longues. Mais le roman, quand même, le roman est une parodie de l'épopée. Donc le roman lui-même maintenant est une parodie du roman. Donc non, moi je vois je sais pas, c'est impossible. Sincèrement, c'est impossible pour moi. D'écrire. Je vais écrire quoi? Je vais raconter une histoire avec. Donc à chaque fois, c'est des intuitions comme ça. J'ai des carnets, des intuitions. Il y en a une, par exemple, il y a 2 jours, j'ai écrit une nouvelle. Voilà, bon, j'ai interrogé des étudiants, on a donné comme sujet le double, etc. Ils parlaient du double. Tout d'un coup, je me suis dit, oui, voilà, il faut que j'écrive une nouvelle sur le double. Et c'était juste une image, quoi. C'est quelqu'un qui avait tout en double chez lui. Voilà, il avait tout en double, quoi. Mais tous les objets, tous les meubles, etc. Donc, et là, voilà, c'était une, parce que c'est une totalité, et c'est à la fois un fragment et une totalité, une nouvelle, c'est ce qui est intéressant. Et puis, je pense elle tire au fond de cet écheveau qu'est l'époque, quoi. Elle tire un fil, et elle cherche pas, comme ça. Pour moi, le roman, c'est comme du papier journal, vous voyez, ça veut emballer tout, quoi. C'est un truc, genre, moi, je préfère déchirer qu'emballer. Donc la nouvelle, ça me semble plus approprié à la fois à mes conditions de vie, à la fois à des raisons esthétiques, et en même temps, je dirais, à des raisons politiques et contemporaines. Mais bon, après, donc c'est
quasi naturellement. Oui, il y a une efficacité dans la nouvelle qui n'est pas diluée par rapport au roman. Enfin, je trouve là, en tout cas, la nouvelle est d'une efficacité. Effectivement, ça n'aurait servi à rien d'en faire 100 pages. Oui, et puis bon, après, c'est vrai qu'en plus, le genre de littérature que je pratique est une sorte de littérature quand même à idées. Enfin, si c'est pas une littérature à message, c'est quand même une littérature à idées. Et donc, je dis pas qu'il y a qu'une seule idée, parfois il y a ça brouille, etc., mais il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, d'une thèse. Au fond, c'est quelque chose qui est posé, comme ça. Alors que le roman, parfois, bon, certains le font très bien et tout, mais encore une fois, c'est des raisons, je pense, d'écriture aussi, quoi. Et bon, et puis de fait, même, je vois quand tout sans doute revient à l'enfance, quoi. Enfin, quand j'étais ado, je ne lisais pas de romans, quoi. Ça m'intéressait pas. Je lisais Blanchot, je lisais Michaud. Je lisais déjà de la forme courte, Sioran, voilà, quand de l'acné. J'ai toujours été dans la forme courte, quoi. Donc ça s'est presque transmis par éducation et sans doute par goût personnel. Et c'est vrai que là, bon, je relisais encore ces jours-ci Cortázar, des choses comme ça. Enfin, on n'a pas d'équivalent français peut-être Mandiargue et encore. Bon, des romans et tout. Oui, Topor, voilà, mais il y a encore des petits romans courts. Stenberg un peu. Ouais, Stenberg, c'est des gens voilà, que personne ne lit, Stenberg, ou Wilcock, par exemple, un Argentin et tout. Bon. Et pour moi, ou Keret, l'Israélien, c'est une petite nouvelle, 2 pages, pof, je sais pas, c'est comme voilà, c'est comme un café, quoi. J'aime bien le café court serré, vous voyez, ce genre, la gifle vivifiante, quoi. Donc la littérature, ça doit être un peu comme ça doit être concentré et tout. Il y en a d'autres, ils font plutôt dans la tisane, quoi. Le café très allongé. Voilà, pour ça. Et là, je l'ai pas dit, mais il y a un autre personnage dans la nouvelle qui est la ville. Enfin, New York au début. Oui. Et finalement, ça, que ce soit la ville, la société de consommation, c'est quand même des obsessions qu'on retrouve beaucoup dans vos ouvrages. Oui, ça c'est indéniable. Oui. Et le principe de cette nouvelle et le principe d'autres nouvelles, elles sont pas toutes. Même il y a même pas un principe, parce que souvent c'est vraiment, encore une fois, de manière intuitive. Il n'y a pas d'idée de construire des choses comme ça. Mais souvent c'est quand même ça part vraiment de la thèse de Lautréamont, quoi. C'est-à-dire la rencontre sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre. C'est ça, c'est l'idée de mettre 2 choses hétérogènes ensemble, et comme un chimiste un peu fou, quoi, de voir la réaction que ça va produire. Donc dans le parc, c'est les parcs d'attractions et les camps de concentration et d'autres formes. Là, c'est terrorisme et consumérisme. Et on les fait fusionner dans une figure, et on essaie de voir ce caractère à la fois barbare, hein, c'est ça, le caractère monstrueux, quoi, c'est hybride, et en même temps, ça permet à la fois, ça a un effet sur les deux. C'est-à-dire que ça permet à la fois de voir l'aspect consumériste du terrorisme, ce que montre très bien les illustrations d'Éric, etc., où il va utiliser les groupes terroristes même comme des brands, comme des marques, quoi, une sorte de branding du désastre, quoi, ça veut. Et en même temps l'aspect terroriste du consumérisme et d'autres effets comme ça. Donc c'est vraiment un peu, c'est un peu le petit chimiste, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Alors, comme ça, on essaie, puis on met des choses ensemble, et puis ça réagit ou ça ne réagit pas. Et souvent, bon, la nouvelle là, dans le feuilleton que Eric aussi a illustré, c'est un peu ça. Enfin là, voilà, maladie et rire, quoi. Ça semble incompatible. Et à force de vouloir écrire sur ce truc. Sur la maladie et le rire, je suis tombé vraiment sur un document qui indiquait qu'il y avait eu des épidémies de rire au Tanganyika, ça. Et là, voilà, c'est parti sur ces 2 univers absolument hétérogènes. D'un côté, le rire, qui est plutôt une expression joyeuse de l'être humain, et de l'autre côté, l'épidémie, la maladie, surtout en Afrique, on a tout de suite l'image, voilà, d'épidémies qui vont ensuite se transmettre dans le monde. Et donc c'est souvent ce principe-là, comme ça, de la combinaison de 2 choses hétérogènes, et de voir au fond les effets que ça produit. Alors sur l'idée d'utiliser des noms de vedettes, c'est un peu bon. Ça a déjà été fait par Schul, par exemple, sauf que Schul utilisait vraiment des noms de gens qu'il avait rencontrés, par exemple Twiggy, etc.
Là, c'était l'idée, au fond, d'utiliser... Bon, j'avais déjà écrit un texte pour la revue Inculte sur Kate Moss, donc faudrait que je m'explique cette autre émission. mais c'était aussi, voilà... la réalité est réduite à des signifiants creux, des signifiants vagues, et moi j'essaie de voir quand même ce qu'il y a derrière ces signifiants creux pour essayer de comprendre un peu le monde dans lequel je vis. Même si je ne veux pas faire une littérature sociologisante, hein, comme d'autres qui le font enfin, très bien, enfin, peut-être un peu moins bien. Je sais pas, enfin mais c'est pas voilà, c'est pas une littérature qui absolument veut utiliser des thèmes d'actualité, tout ça. Parce que maintenant, on a l'impression quand même que dès qu'il y a une tuerie, enfin, vous avez 10 écrivains derrière, c'est presque, ils sont là, enfin, des vautours. Donc c'est pas ça. Enfin, je sélectionne quand même mes faits ou parfois je les invente comme justement, enfin, le rapport à la ville, c'est ça aussi, le fait que ce soit super bien. Oui. Le fait de comprendre la ville, c'est d'appréhender la ville, c'est aussi une façon de comprendre l'évolution du monde, de comprendre. Là, il y a un côté sociologique. Oui, puis la ville, souvent dans les textes que j'écris, soit même les textes théoriques, la ville n'est pas qu'un décor, quoi. C'est un acteur essentiel. La ville, au fond, rend possible certaines actions. Et même, elle motive, elle pousse les individus à faire des actions qu'ils ne feraient pas dans d'autres contextes. Donc la ville est vraiment un personnage central. Et effectivement, si je n'aime pas le romanesque, au fond, je dirais que le romanesque passe dans le décor, quoi. Pas comme le nouveau roman, qui était déjà une manière, au fond, de faire passer l'intrigue dans le décor, et de cacher l'intrigue dans le décor, chez Robbe-Grillet, etc. Non, au sens où la ville est vraiment un personnage, quoi, qui pousse les individus à agir. Dans Vice, qui est une revue, il avait publié un texte, c'était sur les parkings. En fait, c'est bon, il y a toute une sorte d'univers quand même un peu, enfin, de fantasme à la fois érotique et violent sur les parkings. Et ces deux cadres qui, après une journée comme ça, ils arrivent dans le parking. Et au fond, ils sont victimes de cet univers. C'est vraiment deux personnes ordinaires et tout. Mais à la fin, ils s'entretuent parce que le parking exige qu'ils s'entretuent. C'est même pas eux. Ils ont aucune rancœur personnelle. Ils sont pas violents. Mais c'est, au fond, le lieu a un pouvoir d'influence, quoi. Alors, c'est une sorte de psychogéographie, mais délirante, quoi. Il ne s'agit pas de rechercher le merveilleux, le fantastique, etc. Non. Il s'agit de voir que les objets, les lieux, les environnements, voilà, vous poussent à bout, quoi, parfois. Alors c'est plus ballardien, effectivement, quoi. C'est-à-dire c'est des paysages psychotiques. C'est-à-dire les lieux ont un effet de révélation des psychoses profondes des individus. Moins dans l'interaction entre les individus, parce qu'habituellement, ces pathologies mentales, elles apparaissent dans les dialogues entre les individus. Et même le traitement est encore un traitement par des individus, le psychanalyste, etc., qui écoute. Bon. Moi, c'est plutôt un traitement par les objets. D'ailleurs, dans le parc, en fait, le traitement de la psychose, c'est un lieu. Hein, c'est la Wunderkammer, c'est la chambre des merveilles qui doit traiter ces psychoses. C'est le lieu lui-même qui est à la fois qui est la nuisance et le remède. Donc, mais c'est un peu bizarre ce genre. Mais non, mais on s'est marré avec Xavier parce qu'on avait très envie de vous faire parler, quand vous avez dit Ballard, on avait très envie de vous faire parler de votre rapport à la culture de masse, que ce soit BD, SF, parce que Ballard ça revient beaucoup. Oui. Dans le parc, il y a quand même un gros clin d'œil. Oui, même il y a l'adjectif ballardien. Le fait de faire une nouvelle illustrée, clin d'œil à la bande dessinée, à l'illustration. Voilà. Science-fiction. Alors, bon, Matheson est mort, je crois, hier. Dimanche. Voilà, bon, c'est des... Alors, ouais. je suis pas non plus un grand lecteur de science-fiction, mais il y a des choses même qui m'ennuient, enfin, beaucoup, enfin, mais voilà, Matheson, Kadik, je sais plus, je voulais dire Kadik, Dick, tout simplement. C'est son second prénom. Oui, mais bon, c'est vrai qu'en français, c'est un peu... si on le traduit. Donc Kadik, sans doute, c'est pour atténuer l'effet érectile du nom. Ou Ballard. Enfin, mais c'est quand même, ça appartient à la culture de masse, mais c'est quand même une culture de masse autocritique et réflexive. Hein. C'est plutôt une culture alternative au sein de la culture de masse que la culture de masse mainstream, quand même.
Donc, mais oui, j'utilise les signes, les univers de la culture de mode. Pas pour les détourner de ça, je ne vais pas de détourner, de toute façon, on ne les détournera pas. C'est beaucoup plus puissant que ce que je pourrais faire et tout. Donc, il n'y a aucune prétention de vouloir détourner. C'est une fois, Frédéric Becbédé, il a dit, c'est une phrase quand même assez fabuleuse. Et il faut monter dans un avion pour le détourner. Oui. Donc alors, je lui avais répondu que lui, il dirigeait plutôt une compagnie aérienne. J'avais l'impression qu'il m'avait détourné. C'est à force de monter dedans, je voyais plus où était le détournement. Je voyais quand même bien installé en classe affaires, comme Mélenchon. Donc je voyais plus vraiment le détournement. Donc il n'y a aucune prétention à détourner, mais peut-être à utiliser. Au fond, on utilise. Oui, on utilise des éléments de l'époque pour jouer avec, pour peut-être même montrer certains aspects un peu cachés. Donc c'est pour ça que c'est souvent au fond une manière aussi de prendre l'époque et de la traiter avec des thématiques relevant de la littérature gothique et du conte gothique, quoi. Comme dans Le Parc, c'est beaucoup inspiré par le gothique, par exemple des femmes fatales, des choses comme ça, la mort, le Eros, le spectacle du supplice, etc., Mirbeau et tout. Donc au fond, trop souvent, j'utilise tout ce registre du gothique classique, disons, qui va de Walpole au symboliste français, mais moi, je le transfère sur des parkings, dans des centres commerciaux, dans des hôtels discount, etc. Donc c'est une sorte de néo-gothique, quoi. Mais pas gothique au sens des trucs pour les ados, la Twilight, etc., on se grime les yeux et tout. Non, gothique au sens où on va jouer vraiment, c'est pas du fantastique, du fantastique qui a toujours une forme d'irruption de l'irréel dans le réel. Non, moi, ça va plus dans l'exagération, dans la provocation, dans une esthétique du choc, quoi. Comme l'est un peu cette nouvelle. Même si au départ, ça part plutôt dans la douceur, hein, parce qu'elle se fait quand même un masque exfoliant, vous voyez, elle a un peeling et tout, donc on est plutôt dans le soft, quoi. Donc, elle fait son spa avec voilà. Minogue. Et terrorisme et mode, on va arriver, je vais laisser la parole à Xavier qui va avoir la lourde tâche de faire le lien entre terrorisme et mode et peut-être hypothétiquement de réussir à faire parler Eric. On va prendre un chez les mots. Bret Easton Ellis en avait parlé avec l'Amorama déjà, et il disait que le lien entre la mode et le terrorisme, c'était le fait d'angoisser les gens, que les deux angoissaient les gens. Patate chaude. Non, ce qui est intéressant, c'est que le personnage central de la nouvelle, c'est quelqu'un qui est totalement intégré dans la société, dans notre société moderne telle qu'elle ne va pas, et donc elle est si intégrée même qu'elle en devient psychotique, et donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans, parce qu'on n'est plus du tout dans une sorte de terrorisme frontal comme on a pu le connaître dans les années 70. On est dans une sorte de terrorisme, on a encore pu le voir récemment aux États-Unis avec les frères tchétchènes, je ne sais plus leur nom. Chechen Brothers, qui étaient donc parfaitement intégrés dans la société américaine, et à un moment donné, effectivement, il y a un passage à l'acte. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'était de voir le traitement que Bruce en faisait. On n'est plus du tout dans un terrorisme comme celui des Brigades Rouges ou de la Rote Armee Fraction. C'est quelque chose de... On voit encore aujourd'hui avec ce qu'on appelle le djihadisme spontané, le djihadisme du pauvre. Bien souvent, ce sont des gens qui sont parfaitement intégrés dans la société du spectacle, il faut qu'on peut l'appeler comme ça. Et il y a quelque chose de fascinant. Et alors là, ce qui est encore plus fascinant, c'est que c'est quelqu'un qui est dans un rapport complètement identificatoire au phénomène de la mode. Et si on voulait filer une métaphore presque algébrique, l'univers de la mode et l'univers du terrorisme sont quasiment isomorphes en quelque sorte. Il y a une grande violence dans ces deux univers, et ils se rejoignent parfois. Tu dis toi-même que Prada a fait une collection Prada Meinhof en hommage à Bader Meinhof. Quinzaine d'années. Alors, mais c'est beaucoup plus pervers, parce que dès les années 70, il y avait... on pouvait voir des pochoirs dans certaines villes d'Allemagne où on voyait donc BMW, donc BMW en français, et donc Bader Meinhof Wagen, donc qui est un détournement donc des voitures allemandes. Donc et on sait que Andreas Bader aimait beaucoup les voitures BMW. Il aimait les voitures puissantes et les fringues de mode, et
D'ailleurs, c'était une catastrophe totale quand Sartre est allé le voir dans sa prison à Speinheim et qu'il l'a interviewé avec Cohn-Bendit. Il n'a pas du tout compris le personnage. Il est sorti, il a dit à Cohn-Bendit, il a dit que c'était un gros con. Donc ça commence déjà. Alors, mais sauf que dans les années 70, on est encore dans cette espèce de théâtralité. Et là aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc tous ces gens djihadistes qui nous parlent d'une civilisation, d'une guerre des civilisations, du choc des civilisations, du djihad qui va justement lutter contre l'Occident. En fait, ils accomplissent le fantasme de l'Occident. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette nouvelle parce qu'il y a un moment donné, c'est disjoint, il y a une espèce de transfusion des deux univers. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Bruce là sur l'esthétique du choc, le trait amont, etc. Et ça fonctionne parfaitement au sens littéral comme au sens figuré. Surtout, elle est dans la confusion, quoi. Elle est à la fois très intégrée et très confuse, parce que elle ne connaît même pas les motivations. Enfin, elle pose une bombe comme elle achète une crème hydratante. Et inversement, enfin. Et elle est assurée parce que, je sais plus si c'est Jublo ou Matt Damon qui lui dit qu'il faut quand même qu'elle soit elle-même. Alors ça, c'est ça. Et puis Beckham lui dit mais non, t'inquiète pas, donc elle peut continuer à aller acheter son Gucci ou son machin, parce qu'elle se pose quand même quelques questions. Est-ce que c'est compatible? Enfin, est-ce que en tant qu'appartenant à une section qui est quand même l'avant-garde de la critique sociale, est-ce qu'elle peut quand même jouir des avantages de la mode? Donc elle se pose ce genre de dilemme. Mais ce qui est un peu le problème de l'époque, c'est que les gens veulent gagner sur tous les tableaux, quoi. À un moment donné, il faut choisir. Enfin, on peut pas détourner un avion et rentrer dedans. Enfin, ou en tout cas, à un moment donné, il faut faire quelques choix. Un peu de cohérence morale ne ferait pas de mal. Donc elle est dans la confusion totale. Mais comme beaucoup, et je pense que Xavier a raison de dire, voilà, et puis qui plus est, ce qui est intéressant, c'est aussi la consommation du terrorisme, c'est-à-dire qu'au fond, le spectacle du terrorisme, parce que le terrorisme, je veux dire, c'est le 19e siècle, mais les attentats tout le temps, quoi. Je veux dire, c'était même ce qu'on a oublié, c'est que les États-Unis, jusque dans les années 50, c'est le pays où il y a eu le plus d'attentats de personnes, même un président qui a été tué. Enfin, il y a beaucoup d'anarchistes américains au 19e siècle. Ça. Le 11 septembre, on a l'impression qu'ils découvraient le terrorisme. Ça a toujours été, il y a toujours eu une histoire du terrorisme. Ça a toujours. Et ce qui est nouveau, au fond, c'est cette théâtralisation. Et puis la consommation avec des pseudo-experts qui viennent analyser ce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre eux-mêmes, etc. Donc c'est ça aussi cette jouissance comme ça, c'est de Vigipirate, quoi. C'est un peu, c'est Vigipirate Academy, quoi. C'est un peu ça. Il y a quand même une influence d'Internet aussi dans la consommation du terrorisme. Oui, bien sûr, les vidéos, tout ça. Enfin, oui, c'est l'éducation nationale du terrorisme. C'est un peu Là, c'est l'éducation. C'est le terrorisme comme développement personnel. Oui, aussi. Comme monitoring de soi, comme entreprise d'auto-marketing. Il y a des cours pour ça. Mais en même temps, la nouvelle au départ, c'est juste une intuition, quoi. Après, il y a rien de théorique, etc. Il y a presque une logique même quand vous dites, voilà, vous prenez une fille obsédée par la mode, vous l'appelez Kate Moss, vous en faites une terroriste et vous décrivez une journée avant qu'elle se fasse sauter comme kamikaze dans un métro. Mais au fond, toutes ces questions-là, elles sont pas présentes, quoi. Enfin, je suis pas là en train de me dire tout ce qu'on est en train de dire, en train de réfléchir. Non, il y a une sorte de logique de la situation qui fait que quand vous avez mis les bons éléments ensemble, ça prend et vous êtes quasiment sous la dictée, quoi. Ça avance tout seul comme sur un tapis roulant, quoi. Donc ces textes-là ne sont pas des démonstrations, quoi. Faudrait pas laisser croire qu'il s'agit simplement d'une pure réflexion de ça. Non, il y a une sorte parfois d'évidence comme ça quand on met deux choses ensemble et là on voit, encore une fois, c'est ça, c'est vraiment une démarche de cabinet de curiosité, quand on voit ce qui se produit, quand on met, c'est pas une démarche scientifique rationnelle, c'est plutôt une sorte de science curieuse, quoi. Donc on met deux trucs et on regarde et on voit ce que ça produit, quoi. Donc on essaie de suivre après même. Et puis là, on est très sérieux, mais enfin, en analysant, je vous rassure, on se marre. Aussi. Oui, puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois, il y a une forme littéraire qui a pu s'emparer d'une forme de terrorisme. Donc il y a eu Joseph Conrad avec l'agent secret, et là on est dans le temps des machines infernales,
Et donc ça donne un roman épais, psychologique, enfin psychologique, c'est peut-être pas le mot, non. Ouais, Mais c'est bien. oui, Ah c'est très très bien. Bon. Il y a eu Camus avec Les Justes, il y a eu Manchette avec Nada, il y a Volodine avec Lisbonne Dernière Marche, et chaque forme de terrorisme appelle une... Talon de fer de London. Oui, aussi, le Talon de fer de London, appelle une forme littéraire qui n'est pas la même, quoi. Et là, ça donne ça, c'est un objet un peu étrange, enfin, baroque presque. Ouais. Surtout que dans les médias, par exemple, vous pouvez très bien avoir un reportage sur Al-Qaïda et ça enchaîne directement sur un truc, sur les défilés ou sur les soldes, etc. Et donc, bien évidemment, je veux dire, à 1 milliseconde, quoi. C'est pas moi qui fais. Enfin, souvent je dis même, je suis en deçà de la réalité, quoi. C'est pas moi qui crée ces combinaisons, elles sont là, quoi. Enfin, c'est eux qui mettent en rapport des choses qui n'ont rien à voir, même dans le déroulement d'un journal télévisé et tout. Donc, même le parc, c'est pas moi qui crée ça. Je veux dire, c'est pas de ma faute si à Auschwitz il y a des cabanes à frites et on vend des cartes postales, etc. Tu exagères un peu quand même. Oui, c'est vrai, oui, un petit peu. C'est l'exagération comme méthode chère à Günther Anders. En fait, tout est là, il suffit d'exagérer. On souligne le trait, mais c'est déjà en tiré. Et donc, on souligne ce qui est déjà sous forme de tiré. Mais c'est pas, c'est quand même au départ de l'observation, quoi. Surtout, quoi. Enfin, un peu comme Ballard, c'est ça l'anticipation. Au fond, c'est on observe, on voit apparaître des tendances, peut-être des tendances qui ne se développent pas, et le texte, au fond, prend cette tendance et la développe jusqu'à ses conséquences ultimes et voit les résultats esthétiques, politiques. Donc c'est ça en fait, c'est une esthétique de la conséquence ultime, quoi. On va jusqu'au bout, hein, et c'est pour ça que c'est anti-romanesque, quoi. Parce que le roman ne pourrait pas supporter. Enfin, il y a quelques romanciers qui sont comme ça dans la logique ultime. Ballard, Thomas Bernard, etc. Il y a une seule idée, il y a un seul style, et puis ça avance comme un bulldozer avec cette logique implacable. Mais sinon, on est plutôt. Voilà, c'est très bien, le roman de dérive, le roman picaresque, on est sur la route et tout. On rencontre des gens après. C'est très bien. Après tout, c'est une définition du roman par Stendhal. Ouais, ça se promène le long du chemin avec un miroir. Alors, puisqu'on a parlé d'esthétique, on va essayer de parler d'illustration. Donc, Eric, quand on reçoit la nouvelle, qu'on la lit, on se dit quoi? Que ça va être super, qu'on va pouvoir faire une cartouchière avec des bâtons de rouge à lèvres. Comment on va associer la mode, le terrorisme? J'étais... je vais pas dire obligé, mais c'était dans mon contrat. C'est dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges de devoir l'illustrer, donc il faut trouver un angle d'attaque. Alors à la lecture, ce que j'ai vu tout de suite à peu près, c'était de faire poser les personnages comme dans une revue de mode, des attitudes un peu posées, quoi, de top model. Très naturel. Voilà, très naturel. Des mises en scène. Des personnages très singularisés aussi. Tu as toi-même exagéré la relation entre mode et terrorisme. Ouais, immédiatement. Oui, c'était l'intuition que j'ai eue à la lecture. Ouais. Oui, tu as fait une provocation sur la provocation, par exemple le Al-Qaïda, New York, quoi, comme une marque, etc. C'est, de même que moi je prenais des traits de l'époque pour les exagérer, tu as pris des traits de la nouvelle pour les exagérer. Tu fais une exagération d'exagération. Exagération. Carré. Ouais. Et puis je voyais aussi le visage de Kate Moss qui se répétait toujours le même, quoi, un peu vide de sentiments. Mais c'est devenu un masque, quoi, en fait, derrière lequel tout le monde peut se réfugier. Il n'y a pas d'identité propre. Ouais, en même temps, c'est quand même, enfin, parmi tous ces mannequins, etc., c'est quand même celle qui a, je dirais, une once de personnalité. Ouais. Paradoxalement, alors qu'elle est toujours dans les trias. Alors que certaines, c'est vraiment des paquets de lessive sur pattes, quoi, mais elle, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Même, pas simplement parce qu'elle prend de la coke et tout ça, on s'en fout, mais non, en dehors de ça, quoi, c'est un peu... C'est en ça qu'elle est crédible et d'aller se faire sauter dans le métro. Oui, peut-être. Il y a un truc comme ça qui se passe. Se faire sauter dans le métro, je vais pas lui donner absolument opposé au truc, là. C'est bizarre. Je vais pas lui donner une mauvaise idée.
On attend qu'une seule chose, c'est qu'elle nous... Je sais pas, déjà je suis assez contente. Qu'elle nous donne un procès, quoi, en fait. Bah oui, moi j'attends. On attend le procès. Surtout que j'avais déjà écrit sur elle. Ouais, dans la culte. Ouais. Voilà. Et ça s'était bien passé, t'as pas eu de... Oh bah... Personne t'avait dit oulala. Non, mais de toute façon... L'honneur perdu est très vite retrouvé de Kate Moss. Voilà. Ça, c'est ça. Oui. Bah oui, ça s'appelle Catherine Moss, donc j'avais détourné un titre de Fassbinder. Ouais. Donc, ouais. Mais non, enfin, le procès, je sais pas. Enfin, j'ai 2-3 amis qui la connaissent indirectement. Ouais. On verra. Mais ce serait bien. Lui faire passer un exemplaire. Peut-être, oui. Ah bah oui, il faudrait que je demande. Vous savez, pour l'anecdote, que le roman de l'Arcady Knight, en fait, qui s'appelait originellement Killing Keira Knightley, et qui utilise le personnage de Keira Knightley, c'est le service juridique de Calman Levy qui l'a forcé à le renommer Killing Kate Knight, au cas où, parce qu'ils n'avaient pas envie de prendre le risque d'avoir dans le titre. Surtout dans un titre. Donc c'est resté en fait dans le roman, mais pas sur le titre. Ah d'accord. Moi, c'est le service Après, juridique on n'en sait rien de si Image qui on m'a remonte. forcé à mettre Non, mais le... On a discuté un peu l'avocat. Il y a eu des versions plus hard de ça. Ouais, il y a eu des versions. Ouais, tu peux en parler d'ailleurs, Eric, des versions plus hard. Bah oui. Ça a évolué, quoi. plus hard. Oui, il y a eu... J'avais commencé par... Enfin, j'ai commencé par faire la couverture. Avant de commencer les vidéos. J'avais mis... La censure était... La censure, j'arrivais, mais j'ai pas montré les premiers projets. Mais... Il y avait Kate Moss sur une Kalachnikov qui était assise langoureusement, un peu à la James Bond ou à la SAS, comme ça. Et puis j'ai rajouté le kéfier par la suite, et puis c'était un peu mou, et puis la Kalachnikov était un peu trop évidente, alors j'ai remplacé par le pinceau. Par rapport On a eu une version minerai, enfin, c'est Oui, le croissant, et là on a eu peur un peu de la faire tirer aussi. on s'est dit, que le terrorisme serait qu'islamiste. Là, donc c'est on va avoir des emmerdes. Donc on a négocié. on voulait pas être c'est d'islamophobie. Et le kéfier a évolué aussi. Le kéfier aussi a évolué, finalement c'est un vrai Le kéfier est palestinien est devenu un foulard Hermès. Mais en même temps, on le comprend dans les deux sens. La façon dont il est mis et les petits... L'image est polysémique. Oui, Hermès. Arrête d'employer des mots comme ça. Non, mais l'image a plusieurs sens. Donc je pense qu'on, je sais pas, on m'avait dit 3/4 d'heure, on a dû faire 1 heure, on est nickel, là, c'est pas là. Yes. Donc évidemment, lisez là, la nouvelle, lisez. Je voulais simplement dire qu'en fait, dans la revue Feuilleton, on a recollaboré avec Eric sur notre projet, sur peut-être dont tu parlais tout à l'heure, sur la maladie du rire. Voilà. Donc il a aussi. Il a aussi officié. Voilà. Donc, encore on va devenir un vieux couple bientôt. Voilà, mais donc désormais à chaque fois que Bruce écrit quelque chose, Eric est obligé de dessiner. Voilà, par contre, on peut parler. Encore un texte très facétieux. D'en parler. Voilà. Et bien évidemment, mais je saurais, outre la lecture d'après-midi d'une terroriste, vous recommander la nouvelle de Xavier, Debout parmi les ruines. Et puis, Carib a fait un travail formidable comme d'habitude. Donc, il y a les autres livres de Bruce et Le Paris est un leurre de Xavier. Donc, que du bon. Et puis, juste mentionner que le 28 août, je crois que ce sera un gros moment pour Xavier aussi, puisqu'il a Autopsie des ombres, qui est son premier roman qui sort chez Hercule. Un roman, tu vois. Non, mais... Oui, mais j'ai failli le dire tout à l'heure, je me suis dit que j'allais pas. Concis, mais c'est court. C'est court, c'est une grosse. Non, mais il y a roman, évidemment. C'est une grosse nouvelle. C'est l'argument, c'est une grosse nouvelle, allez, disons. Et en fait, Debout parmi les ruines est un chapitre de ce roman. Donc voilà. Donc, un fragment. Un fragment, ouais. Voilà. Un éclat d'obus. Un éclat d'obus plutôt. Ouais. Ou de tir de mortier. Un tir tendu en tous les cas. Donc voilà, achetez des livres. Merci à Carib pour l'invitation. Nous remercions Carib pour leur accueil sympathique. Et voilà. Merci aux auditeurs. Merci à toi, Sophie.